Après une dispute, mon fils m'a abandonné à un arrêt de bus sans argent. Un homme aveugle m'a chuchoté. « Prétendez être ma femme. Mon chauffeur arrive. Votre fils regrettera de vous avoir laissé. » Le soleil de l'après-midi tombait impitoyablement, tandis que je regardais la voiture de Daniel disparaître au coin de la rue. Le crissement des pneus sur l'asphalte, une ponctuation finale à notre dispute. À 67 ans, je n'aurais jamais imaginé me retrouver abandonnée à un arrêt de bus, mon propre fils s'en allant dans la colère. « Je ne suis pas une enfant, Daniel, » lui avais-je dit, ma voix tremblant malgré mes efforts pour rester calme. « Je n'ai pas besoin que tu organises ma vie comme si j'étais incompétente. » Sa réponse avait été prévisiblement méprisante. « Maman, tu n'es pas raisonnable. Cette résidence pour personnes âgées est parfaite. Ils ont des activités, du personnel médical, tout ce dont tu as besoin. » « Tout sauf mon indépendance, » avais-je répliqué. C'est alors qu'il s'était arrêté brusquement. « Très bien. Si tu es si indépendante, trouve ton propre chemin pour rentrer chez toi. Peut-être que cela te fera réaliser que tu as besoin d'aide. » Ce n'est qu'après la disparition de sa voiture que j'ai découvert ma situation critique. Mon sac à main, contenant mon portefeuille et ma carte de transport, était posé sur le comptoir de ma cuisine, où je l'avais laissé dans notre précipitation à partir. Mon téléphone portable, que j'avais attrapé à la dernière minute, n'affichait plus que 3% de batterie. Je sentis une vague d'humiliation monter à mes joues, tandis que je me tenais à l'arrêt de bus, une femme de mon âge sans moyen de rentrer chez elle. Veuve depuis 5 ans, professeure de littérature pendant 30 ans, et maintenant réduite à cela, abandonnée par mon unique enfant qui ne comprenait pas que vivre dans cette prison antiseptique qu'était cette communauté de retraités me tuerait plus vite que n'importe quelle maladie physique. Le banc de l'arrêt de bus offrait peu de réconfort à ma hanche arthritique, tandis que je contemplais mes options. Je pouvais marcher, mais mon appartement était à au moins 6 kilomètres. Je pouvais demander à un étranger d'emprunter un téléphone, mais il me faudrait ravaler une fierté considérable. Et qui appellerais-je? Les quelques amis de mon âge qui conduisaient encore ne verraient un message qu'après des heures, et appeler Daniel était hors de question. Perdu dans ses pensées, je n'ai guère remarqué quand quelqu'un s'est assis à côté de moi, jusqu'à ce qu'une voix masculine cultivée parle doucement. « Pardonnez-moi, mais je n'ai pu m'empêcher d'entendre votre situation délicate. » Je me suis tournée pour découvrir un homme élégant, d'environ 70 ans, assis à côté de moi. Des lunettes de soleil sombre couvraient ses yeux, et une canne blanche reposait contre le banc près de lui. Il était impeccablement vêtu de ce que mon défunt mari aurait appelé une tenue de vieille fortune. Un costume gris clair parfaitement taillé qui réussissait à paraître confortable malgré la chaleur estivale. « Je vais bien, vraiment ?» dis-je automatiquement, l'embarras colorant ma voix. Combien avait-il entendu? Un léger sourire traversa son visage. « Je suis peut-être aveugle, mais mon ouïe est excellente. Votre fils vous a laissé ici sans s'assurer que vous aviez un moyen de transport pour rentrer. Cela me semble inconsidéré. » Il y avait quelque chose dans son évaluation directe qui contourna mes défenses. « C'est un mot pour le qualifier, » admis-je. Un autre pourrait être cruel. Il tourna son visage vers moi, son expression sérieuse. « Prétendez être ma femme, » dit-il d'une voix plus basse. « Mon chauffeur arrive. Votre fils regrettera de vous avoir laissé comme cela. » J'ai cligné des yeux, décontenancé par cette offre inattendue. « Je ne pourrai jamais. »« Je suis Robert Dubois, » continua-t-il en tendant sa main avec une précision surprenante vers la mienne. « Et vous êtes ?»« Marthe Collin ?» répondis-je automatiquement, prenant sa main. Sa poignée était chaude et ferme. « Eh bien, Marthe Collin, je vous offre une solution digne à une situation indigne. » Sans arrière-pensée. Il inclina légèrement la tête. «
À moins que vous ne soyez mal à l'aise d'accepter l'aide d'un vieil homme aveugle. Quelque chose dans son ton autodépréciatif me fit sourire malgré tout. Être aveugle ne vous rend pas incapable, monsieur Dubois. Tout comme être âgé ne me rend pas incapable, contrairement à ce que croit mon fils. Il rit alors, un son authentique qui plissa les coins de ses yeux au-dessus de ses lunettes sombres. Touché, Madame Colin. Alors nous nous comprenons. Avant que je puisse répondre, une voiture noire élégante s'arrêta le long du trottoir. Le chauffeur, un homme distingué d'environ mon âge, sortit et s'approcha de nous. « Pile à l'heure, Pierre », dit Robert en rassemblant sa canne. « Nous raccompagnerons Madame Colin chez elle aujourd'hui. » Si Pierre trouvait cela inhabituel, il ne le montra pas. « Bien sûr, monsieur », répondit-il avec un léger signe de tête dans ma direction. « Madame. » Alors que Pierre aidait Robert à se diriger vers la voiture avec une efficacité pratique, j'hésitais. J'avais passé ma vie à être prudente, sensée. Monter dans des voitures avec des étrangers, même d'élégants messieurs aveugles avec des chauffeurs, n'était pas quelque chose que Marthe Colin faisait. Et pourtant, alors que mon téléphone s'éteignait finalement avec un petit bip triste dans ma poche, je me trouvais à prendre une décision qui ressemblait à un saut dans le vide. « Merci », dis-je, permettant à Pierre d'ouvrir la portière arrière pour moi. L'intérieur de la voiture était frais et sentait le cuir et une eau de Cologne subtile. « Où avons-nous le plaisir de vous emmener, Madame Colin ?» demanda Robert, alors que Pierre démarrait le moteur. Je donnai mon adresse dans le quartier modeste de l'Est où j'avais emménagé après avoir vendu notre maison familiale suite au décès de François. En fait, Robert dit après un moment de réflexion, « J'espère que vous me permettrez de vous offrir le thé d'abord. Ma maison est proche, et après un après-midi si mouvementé, vous pourriez apprécier un moment pour vous ressaisir avant de rentrer chez vous. » La réponse appropriée aurait été de décliner poliment. Au lieu de cela, je me trouvais à considérer ce qui m'attendait dans mon appartement. Des pièces vides et l'écho persistant de la voix frustrée de Daniel. Le poids de l'humiliation de la journée pesait sur moi. Le thé serait délicieux, m'entendis-je dire. Alors que nous roulions à travers des quartiers de plus en plus huppés, j'étudiais Robert Dubois plus attentivement. Ses cheveux argentés étaient expertement coupés, ses mains manucurées mais fortes. La cécité semblait avoir peu diminué son maintien confiant. Il y avait quelque chose de presque théâtral dans la précision de ses mouvements. La façon dont il tournait la tête quand je parlais. Comment ses expressions correspondaient parfaitement à mon ton. Si vous vous demandez si vous avez fait une terrible erreur en acceptant un trajet d'un étranger, dit-il soudain, comme s'il lisait dans mes pensées. Je vous assure que Pierre a un dossier de conduite impeccable et je suis trop âgé et respectable pour être dangereux. Je me trouvais à rire doucement. Je pensais en fait que vous semblez remarquablement bien adapté pour quelqu'un qui ne peut pas voir. « Ah !» répliqua-t-il avec un petit sourire. « Eh bien, on s'adapte ou on devient amer. » J'ai choisi le premier. Quand la voiture s'engagea finalement à travers une grille ornée et remonta une allée courbe, je ne pus réprimer un halètement. La maison de Robert Dubois n'était rien de moins qu'un château. Un magnifique revival néoclassique avec des jardins parfaitement entretenus, s'étendant dans toutes les directions. « Bienvenue dans mon humble demeure », dit Robert avec une pointe d'ironie dans la voix. « J'espère que vous aimez l'Earl Grey. » La grandeur de l'humble demeure de Robert Dubois me laissa momentanément sans voix, tandis que Pierre nous aidait à sortir de la voiture. Le château se dressait sur 3 étages, sa façade symétrique présentant d'élégantes colonnes et de vastes fenêtres qui captaient le soleil de fin d'après-midi. Des jardins de fleurs s'épanouissaient en motifs de couleurs soigneusement orchestrés. Et quelque part au loin, j'entendais le doux clapotis d'une fontaine. Votre silence suggère soit que vous admirez la vue,
soit que vous reconsidérez la sagesse de prendre le thé avec un étranger, commenta Robert, alors que nous approchions de l'entrée principale. C'est un peu écrasant, admis-je. Vous n'avez pas mentionné que vous viviez dans un palais? Ses lèvres se retroussèrent vers le haut. Difficilement un palais, bien que je suppose qu'il soit plutôt grand pour une personne et un petit personnel. La famille en est propriétaire depuis des générations, et je trouve du réconfort dans un environnement familier, surtout depuis que j'ai perdu la vue. Alors que Pierre ouvrait la massive porte d'entrée, je remarquai quelque chose de curieux. Malgré la cécité apparente de Robert, il n'y avait aucun aménagement évident pour une personne malvoyante. Pas de chemin texturé, pas de porte spécialement marquée. Tout était simplement beau, conçu pour l'appréciation visuelle. La maison ne semble pas particulièrement adaptée pour, hésitai-je. Pour un homme aveugle, Robert termina pour moi. Je préfère la beauté esthétique à la praticité. J'ai mémorisé chaque centimètre de cet endroit. 15 ans sans vue enseignent à cartographier les espaces assez efficacement. Nous entrâmes dans un vestibule au plafond voûté et un grand escalier qui s'incurvait vers le haut, comme quelque chose d'un film classique. Un lustre en cristal pendait au-dessus, projetant des prismes arc-en-ciel sur les sols de marbre. « Nous prendrons le thé dans la salle de jardin, » dit Robert à Pierre. « Et peut-être quelques-uns de ces biscuits au citron que Madame Chen a fait hier. »« Très bien, monsieur, » répondit Pierre avant de disparaître dans un couloir. Robert offrit son bras avec une précision surprenante. « Nous y allons ?» La salle de jardin offre une vue agréable sur les terrains est, ou du moins c'est ce qu'on me dit. J'hésitais avant de prendre son bras, frappé encore par combien il semblait confiant pour quelqu'un qui ne pouvait pas voir. Alors que nous traversions la maison, je remarquais des détails subtils. La façon dont il effleurait occasionnellement certaines surfaces de ses doigts. Comment il comptait les pas sous son souffle entre les pièces. La salle de jardin s'avéra être un conservatoire ensoleillé, avec des fenêtres du sol au plafond, donnant sur des terrains paysagers de façon impeccable. Des meubles en osier confortable, avec des coussins moelleux, créaient plusieurs coins salons parmi de grandes plantes en pot. L'effet était à la fois grandiose et intime, la richesse affichée sans ostentation. « Mettez-vous à l'aise, s'il vous plaît, » dit Robert, gesticulant vers un arrangement de sièges près des fenêtres. Il s'installa dans un fauteuil adjacent avec une aisance pratique, plaçant sa canne soigneusement à côté de lui. « Vivez-vous ici depuis longtemps ?» demandai-je, essayant de concilier cette maison palatiale avec l'homme devant moi. « Toute ma vie, avec quelques intervalles pour l'éducation et les affaires, » répondit-il. Bien que j'ai fermé des portions depuis que j'ai perdu la vue, aucun intérêt à maintenir des pièces que je ne reverrai jamais. Il y avait une mélancolie dans son ton qui me toucha de façon inattendue. J'ai réduit la taille après la mort de mon mari, offris-je. Notre maison familiale semblait trop vide avec juste moi qui errais dedans. François, n'est-ce pas? Le nom de votre mari? Je clignai des yeux de surprise. Oui, mais je ne me souviens pas avoir mentionné. Vous portiez une alliance, mais vous vous référiez à vous-même comme Madame Colin, pas Mademoiselle. Et vous avez mentionné votre fils, donc j'ai fait une supposition éduquée, expliqua Robert doucement. Était-ce un long mariage? 42 ans, répondis-je. Amoureux du lycée, si vous pouvez croire un tel cliché, il était ingénieur. Une crise cardiaque l'a emporté il y a 5 ans. Mes condoléances. Une perte significative. Pierre revint avec un service à thé qui aurait impressionné la reine. Porcelaine délicate, pièces de service en argent et un assortiment de petits sandwichs et biscuits arrangés sur des plateaux à étages. « Y aura-t-il autre chose, monsieur ?» demanda Pierre, après avoir tout disposé devant nous. « Non, merci, Pierre. Nous nous débrouillerons. » Robert attendit que Pierre soit parti avant de parler à nouveau.
Maintenant alors, Marthe Collin, ancienne enseignante, littérature, je devinerai d'après vos modèles d'expression. Veuve, mère d'au moins un fils contrôlant. Dites-moi pourquoi il vous a laissé échouer aujourd'hui. Ma main se figea à mi-chemin vers la tasse de thé. Comment avez-vous? Les enseignants ont une façon particulière de s'exprimer. Vocabulaire précis, phrases complètes, même dans une conversation décontractée. Vous avez mentionné être plus âgé, mais pas incapable, suggérant la retraite. Le reste, je l'ai entendu à l'arrêt de bus. Son sourire était doux. Je suis peut-être aveugle, mais je suis loin d'être inobservant. Alors qu'il versait le thé avec une dextérité surprenante, je me trouvais à raconter à Robert la campagne de plus en plus insistante de Daniel pour me faire déménager dans une résidence assistée. Comment il avait organisé la visite d'aujourd'hui sans me consulter, la présentant comme un fait accompli. La dispute qui avait escaladé dans la voiture après, culminant dans ma demande impulsive d'être laissé sortir. Vous affirmiez votre indépendance, hocha Robert, et il a répondu en tentant de prouver votre dépendance. Exactement. La validation de cet étranger était étonnamment puissante. Daniel ne voit pas l'ironie. Il prétend que je ne peux pas me débrouiller seul, puis m'abandonne sans transport pour m'enseigner une leçon sur le besoin d'aide. Les enfants luttent souvent pour voir leurs parents comme des êtres autonomes, observa Robert, sirotant son thé. Ma fille Sophia a traversé une phase similaire après que ma vue s'est détériorée. Elle voulait tout gérer, mes soins médicaux, mes intérêts commerciaux, ma routine quotidienne. Il a fallu du temps pour qu'elle comprenne que la cécité n'avait pas diminué ma compétence. Le thé était parfaitement infusé, les sandwichs délicats et savoureux. Alors que nous continuions à parler, je me trouvais à me détendre d'une façon que je n'avais pas eue depuis des mois. Robert était un auditeur attentif et un conversateur réfléchi, établissant des connexions entre mes expériences d'enseignement aux adolescents et sa navigation dans le monde des affaires. J'ai fondé une compagnie de technologie spécialisée dans les systèmes de sécurité, expliqua-t-il quand je lui demandais sa carrière. Ironique que je ne puisse maintenant voir les écrans mêmes que notre logiciel protège. Quelque chose à propos de cette déclaration me frappa comme étrange. Mais avant que je puisse l'analyser davantage, la porte s'ouvrit et une femme frappante, au début de la quarantaine, entra. « Papa, Pierre a mentionné que tu avais une invitée. » Elle s'arrêta net en me voyant, la surprise évidente dans son expression. « Sophia, timing parfait, » dit Robert, tournant sa tête dans sa direction. « Voici Marthe Collin. Marthe, ma fille Sophia Dubois. » Sophia récupéra rapidement, tendant une main parfaitement manucurée. « Comme c'est charmant de vous rencontrer. Papa reçoit rarement ces jours-ci. » Son ton était amical mais évaluateur, son regard prenant ma robe simple et mes chaussures pratiques avec une évaluation subtile. Je reconnus le calcul protecteur dans ses yeux. Le même regard que j'avais donné aux tantes âgées de François quand elle visitait après sa retraite. « Votre père m'a secouru d'une situation plutôt gênante, » expliquai-je, racontant brièvement mon abandon à l'arrêt de bus. Quelque chose dans le visage de Sophia s'adoucit. Cela ressemble exactement à quelque chose que papa ferait. Elle lança un regard à son père avec un mélange d'exaspération et d'affection. Toujours à recueillir les égarés. « Marthe n'est guère une égarée, » contesta Robert. « C'est une enseignante de littérature à la retraite avec un fils qui a besoin d'éducation de rattrapage sur le respect de l'autonomie de sa mère. » Sophia rit, un son authentique qui transforma son comportement professionnel. « Eh bien, alors vous êtes entre de bonnes mains. Papa a des opinions fermes sur l'autonomie ?» Elle vérifia sa montre. « Je ne peux pas rester. Réunion du conseil dans 30 minutes. Seras-tu au dîner de la fondation demain soir ? » « Je ne le manquerai pas, » répondit Robert. Après le départ de Sophia avec un rapide baiser sur la joue de son père, Robert inclina légèrement la tête. « Ma fille, » dit-il avec une conspiration feinte, « pense que j'ai besoin d'une surveillance constante. La cécité la rend nerveuse même après toutes ces années.
Elle semble adorable, protectrice. Mais c'est naturel, dis-je. En effet. Robert posa sa tasse de thé avec précision. Maintenant, devrons-nous organiser votre retour chez vous avant que votre fils n'envoie une équipe de recherche? Pierre me ramena chez moi tandis que les ombres du soir s'allongeaient sur la ville. Robert insista pour m'accompagner, disant quelque chose sur l'achèvement du sauvetage de façon appropriée. Nous étions assis côte à côte sur la banquette arrière luxueuse, assez proche pour que je puisse détecter le parfum subtil de son eau de Cologne. Quelque chose d'onéreux et de discret, avec des notes de bois de santal. Votre fils sera probablement inquiet maintenant, remarqua Robert alors que nous tournions dans ma rue. Je vérifiai ma montre et soupirai. Cela fait 3 heures qu'il m'a laissé. Il est soit frénétique, soit encore en train de bouillir. Mon immeuble d'appartement apparut en vue. Un complexe modeste, mais bien entretenu, où la plupart des résidents étaient des retraités comme moi. Rien comme le domaine palatial que nous venions de quitter. Mais c'était chez moi. Il y a une voiture garée devant votre immeuble. Berline bleu foncé, homme qui fait les 100 pas à côté, observa Robert avec désinvolture. Je plissai les yeux à travers le pare-brise. C'est Daniel. Puis je me figeai, me tournant pour regarder Robert avec acuité. Comment avez-vous? La voiture s'arrêta et la main de Robert trouva la mienne avec une précision infaillible. Marthe, m'indulgeriez-vous dans une petite performance? Demanda-t-il, ignorant ma question inachevée. J'aimerais que votre fils soit témoin de votre retour. La compréhension s'épanouit lentement. Vous voulez qu'il me voie arriver dans une voiture de luxe, avec chauffeur, avec un compagnon riche? Précisément. Son sourire contenait une pointe d'espièglerie qui le fit paraître soudain plus jeune. Une petite leçon sur les présomptions, peut-être. J'aurais dû refuser. C'était puéril, vraiment, une vengeance mesquine. Mais je pensais au ton dédaigneux de Daniel, la façon dont il était parti en voiture, me laissant échouer, sa certitude absolue que je ne pouvais pas me débrouiller sans lui. « Qu'aviez-vous en tête ?» demandai-je. Le plan de Robert était simple. Pierre ouvrirait ma portière avec déférence formelle. Robert sortirait avec mon assistance, jouant un peu sa cécité. Je ferais les présentations et Robert exprimerait le plaisir de finalement rencontrer mon fils, mentionnant peut-être nos projets pour la semaine à venir. Rien d'explicitement faux, assura Robert. Juste assez pour lui faire reconsidérer ses suppositions sur vos capacités et connexions. Alors que Pierre s'arrêtait derrière la voiture de Daniel, je vis mon fils se tourner, son expression passant de l'inquiétude à la confusion à la vue du véhicule de luxe. Ses yeux s'écarquillèrent alors que Pierre émergea pour ouvrir ma portière avec un formel « Madame Collin » qui porta clairement dans l'air du soir. Je sortis, consciente que Daniel regardait, et me tournai pour aider Robert comme nous l'avions planifié. Il émergea avec un soin digne, lunettes sombres en place, sa main trouvant mon bras avec le toucher pratiqué de quelqu'un habitué à naviguer le monde sans vue. « Maman !» Daniel se précipita, soulagement et perplexité se battant sur ses traits. « J'ai appelé pendant des heures. »« Votre téléphone est mort, » fournis-je calmement. « La batterie était presque épuisée quand vous m'avez laissé à l'arrêt de bus. » Il eut la grâce de paraître honteux, ses yeux allant entre moi et Robert, essayant clairement de donner sens à la scène devant lui. « Daniel, j'aimerais vous présenter Robert Dubois, » dis-je avec déférence délibérée. « Robert, mon fils, Daniel. »« Un plaisir, » dit Robert, tendant sa main dans la direction générale de Daniel. « J'ai tellement entendu parler de vous. » Daniel serra sa main automatiquement, les instincts professionnels prenant le dessus malgré sa confusion. « Je ne peux pas en dire autant. Maman ne vous a pas mentionné. Nous venons juste de nous rencontrer aujourd'hui, » expliquai-je, regardant la réalisation naître dans les yeux de Daniel, alors qu'il remarquait la canne blanche et les lunettes sombres.
après que je me sois trouvé de façon inattendue à un arrêt de bus sans transport. L'implication flottait dans l'air entre nous. Daniel bougea inconfortablement. Monsieur Dubois m'a gentiment offert un trajet chez moi, et nous avons découvert un intérêt mutuel pour la littérature américaine ancienne. Continuai-je doucement. Il m'a invité à un dîner de fondation demain soir. Dîner de fondation ? Répéta Daniel. La fondation Famille Dubois, clarifia Robert. Nous fournissons des fonds pour l'éducation artistique et les programmes d'accessibilité. L'expérience de Marthe comme éducatrice offre une perspective précieuse. Je regardais mon fils réévaluer la situation. Son esprit d'exécutif marketing recalculait visiblement basé sur de nouvelles données. La voiture, le chauffeur, la fondation, les signes indéniables de richesse que Robert portait sans effort. C'est merveilleux, réussit Daniel. Maman a toujours été passionnée par l'éducation. En effet, répondit Robert. Ses perspectives sur rendre la littérature accessible à travers les générations sont particulièrement pertinentes pour nos initiatives actuelles. Il se tourna légèrement vers moi. Jusqu'à demain, alors. Pierre vous prendra à 18h. J'ai hâte, répondis-je, jouant mon rôle avec peut-être trop de plaisir. La main de Robert trouva la mienne, la levant brièvement à ses lèvres, dans un geste à l'ancienne qui semblait parfaitement naturel venant de lui. Le plaisir était entièrement le mien, Marthe. Alors que Pierre aidait Robert à retourner dans la voiture, Daniel resta figé à côté de moi, traitant visiblement ce qu'il était en train de témoigner. Le véhicule élégant s'éloigna avec un ronronnement silencieux, nous laissant seuls sur le trottoir. « Maman, » commença Daniel prudemment. « Qui est exactement Robert Dubois ? Un gentleman qui comprenait que mon âge ne définit pas ma compétence ?» répondis-je, récupérant mes clés de ma poche et me dirigeant vers l'entrée du bâtiment. Daniel suivit, luttant encore pour aligner cette nouvelle information avec sa perception existante de sa mère. « Comment avez-vous, je veux dire, quand avez-vous ? Quand ai-je rencontré un homme riche et cultivé qui valorise ma compagnie et mes opinions ?» Je jetai un regard en arrière vers lui. « Environ 20 minutes après que vous soyez parti et m'ayez laissé échouer. » À l'intérieur de mon appartement, Daniel faisait les 100 pas tandis que je mettais la bouilloire pour le thé. Une affaire beaucoup plus simple que le service au manoir de Robert, mais réconfortante dans sa familiarité. J'étais mort d'inquiétude, dit finalement Daniel. Quand tu n'étais pas chez toi et que ton téléphone allait directement sur le répondeur, j'ai vérifié les hôpitaux. Maman. Cela a dû être effrayant pour toi, reconnus-je, mesurant les feuilles de thé dans ma théière favorite. Presque aussi effrayant que d'être abandonné sans transport ou fonds suffisant. Il grimaça. J'étais en colère. Je n'aurais pas dû te laisser là. Non, tu n'aurais pas dû, acceptai-je, ma voix ferme mais pas hostile. Tout comme tu n'aurais pas dû prendre des décisions sur mes arrangements de vie sans me consulter d'abord. Daniel s'effondra sur mon canapé, passant une main dans ses cheveux dans un geste si rappelant de son père que mon irritation s'adoucit légèrement. Je m'inquiète de toi vivant seule, maman. Les escaliers dans ce bâtiment, la distance de ma famille, ton arthrite qui empire. Toutes des préoccupations légitimes, dis-je, apportant notre thé à la table basse, que nous pourrions discuter comme égaux, plutôt que toi, faisant des proclamations sur ce qui est le mieux pour moi, comme si j'étais une enfant. Comme cette résidence pour seniors aujourd'hui, exactement comme ça. Daniel m'étudia par-dessus sa tasse de thé. Donc, Robert Dubois. Il semblait impressionnant. Je ne pus m'empêcher de sourire à la tentative transparente d'extraire des informations. Il l'est. Et vous dînez avec lui demain ? Avec lui et le conseil de sa fondation ? Oui. Mon fils hésita. Je suis désolée de t'avoir laissé à cet arrêt de bus. C'était puéril et cruel. Oui, ça l'était, acceptai-je,
puis tendit la main pour tapoter sa main. Mais cela a mené à une aventure inattendue. Peut-être devrions-nous tous les deux nous rappeler que je suis encore capable de celle-ci. Après le départ de Daniel avec de multiples excuses et une promesse de discuter, non pas dicter, les plans futurs, je me suis assise seule dans mon appartement, rejouant les événements de cette journée extraordinaire. Un détail continuait à me tracasser. Le commentaire de Robert sur la voiture de Daniel. Comment un homme aveugle avait-il su sa couleur, ou que quelqu'un faisait les 100 pas à côté, et il y avait eu d'autres moments. La façon dont il avait navigué sa maison avec trop de précision. Comment il avait remarqué mon alliance. Ses gestes parfaitement dirigés. De petites incohérences qui ensemble formaient un motif que je ne pouvais pas tout à fait déchiffrer. Alors que je me préparais pour le coucher, mon téléphone, maintenant rechargé, émit un son avec un message texte d'un numéro inconnu. J'espère que notre petite performance a fourni des résultats satisfaisants. J'ai hâte au dîner de demain. Dormez bien, RD. Je fixais l'écran, me demandant exactement quel genre d'homme j'avais réellement rencontré aujourd'hui et pourquoi la perspective de le revoir me remplissait d'une telle anticipation inattendue. J'ai passé la matinée suivante distraite, mes pensées retournant répétitivement à Robert Dubois et aux incohérences particulières dans son comportement. Tout en arrosant ma modeste collection de plantes d'intérieur, je me trouvais à analyser notre interaction avec la même attention critique que j'appliquais autrefois aux textes littéraires complexes avec mes étudiants. Un homme aveugle qui remarquait une voiture bleue et une figure qui faisait les 100 pas depuis un véhicule en mouvement, qui versait le thé avec une précision parfaite, dont la maison manquait des modifications tactiles qu'on attendrait, qui m'envoyait des messages textes directement plutôt que de faire par son assistant. La conclusion évidente semblait impossible, que Robert Dubois, philanthrope riche, n'était en fait pas aveugle. Mais si c'était vrai, pourquoi maintenir une telle tromperie élaborée? Quel but cela pouvait-il bien servir? À midi, une livraison arriva. Une boîte élégante contenant une note manuscrite en écriture fluide. Pour le dîner de la fondation de ce soir. J'ai pris la liberté de faire sélectionner quelque chose d'approprié par Sophia. Si ce n'est pas à votre goût, n'en tenez pas compte. Robert. À l'intérieur se trouvait une robe bleu profond, magnifique, exactement à ma taille, avec un châle en cachemire et des bijoux de bon goût pour la compléter. La présomption aurait dû m'offenser. Au lieu de cela, je me trouvais à suspendre soigneusement la robe pour éliminer tout pli, mes doigts s'attardant sur le tissu luxueux. Cela faisait des années que quelqu'un m'avait offert des vêtements comme cadeau. Plus longtemps encore depuis que j'avais eu l'occasion de porter quelque chose d'aussi élégant. Mon téléphone sonna alors que j'examinais les boucles d'oreilles en saphir qui l'accompagnaient. Maman. La voix de Daniel portait une note tentative que j'entendais rarement de mon fils confiant. Je voulais prendre des nouvelles après hier. Je vais bien, Daniel, l'assurai-je, m'installant dans ma chaise de lecture. En fait, je me prépare pour l'événement de ce soir. À propos de ça, il s'éclaircit la gorge. J'ai fait quelques recherches sur Robert Dubois. Bien sûr qu'il l'avait fait. Daniel ne pouvait jamais résister à enquêter sur quelque chose qui ne correspondait pas à sa vision ordonnée du monde. Et il est, il n'est pas juste riche, maman. Forbes estime sa valeur nette à plus de 3 milliards d'euros. Sa compagnie de technologie de sécurité a révolutionné les protocoles de confidentialité numérique. Et il a été presque complètement reclus depuis qu'il est devenu aveugle il y a 15 ans. J'absorbais cette information lentement. 3 milliards. Le chiffre semblait abstrait, déconnecté de l'homme attentif qui m'avait secouru d'un arrêt de bus. « Pourquoi me dis-tu cela ?» demandai-je finalement. Daniel hésita. Parce que c'est étrange que quelqu'un qui apparaît rarement en public prenne soudain un intérêt pour ma mère. Je suis préoccupée qu'il puisse avoir des motifs cachés. Tels que? Je ne pus garder l'amusement de ma voix. Séduire une enseignante retraitée de 67 ans pour sa vaste fortune en livres d'occasion? Maman, s'il te plaît,
Je suis sérieux. Les hommes comme Dubois opèrent différemment. Tout est stratégique. Peut-être que sa stratégie était simplement la gentillesse envers une étrangère, suggérai-je. Tout n'a pas un angle, Daniel. Après avoir terminé l'appel avec des assurances que je serais prudente, je retournai à contempler la robe bleue et l'homme énigmatique qui l'avait envoyé. Mon esprit d'enseignante ne pouvait pas lâcher les incohérences, les pièces du puzzle qui ne s'assemblaient pas tout à fait. Je me trouvais à faire mes propres recherches, tapant « Robert Dubois, magnate technologie aveugle » dans le moteur de recherche de ma tablette. Les résultats étaient illuminants. Les articles décrivaient Dubois comme un génie reclus qui avait continué à diriger sa compagnie à distance après avoir perdu la vue à cause d'une condition dégénérative. Les photos montraient un Robert plus jeune lors d'événements industriels, toujours impeccablement habillé, souvent aux côtés de leaders mondiaux et pionniers de la technologie. Les images plus récentes étaient rares, des clichés paparazzi flous, occasionnels, le montrant avec des lunettes sombres et une canne, toujours accompagné de Pierre ou sa fille. Un blog financier spéculait sur sa retraite stratégique de la vie publique, notant comment son reclusivité personnelle contrastait avec le haut profil de sa compagnie et la présence communautaire active de sa fondation. Un autre article mentionnait des rumeurs persistantes que sa condition était moins sévère que rapportée, citant d'anciens employés anonymes qui prétendaient qu'il maintenait plus de contrôle sur les opérations quotidiennes que reconnu publiquement. Rien de concluant, mais assez pour nourrir ma suspicion grandissante que la cécité de Robert Dubois pourrait être, au moins partiellement, une façade soigneusement construite. En fin d'après-midi, je me trouvais à me préparer pour la soirée avec un soin inhabituel. Je coiffais mes cheveux argentés dans un arrangement plus élégant que mon carré pratique habituel, appliquais du maquillage avec une attention aux détails dont je ne me souciais plus depuis des années, et glissais dans la robe bleue, qui s'ajustait, comme si elle avait été faite pour moi. En me regardant dans le miroir, je reconnus à peine la femme reflétée. La femme reflétée paraissait confiante, distinguée, même attirante d'une façon que j'avais cessé de considérer pertinente à mon identité. Précisément à 18 heures, ma sonnette retentit. Pierre se tenait dans le couloir, aussi formel et correct que la veille. « Madame Collin » me salua-t-il avec un léger salut. « Monsieur Dubois envoie ses excuses de ne pas vous prendre personnellement. Il s'occupe d'arrangements de dernière minute pour le dîner. »« Bien sûr, » répondis-je, rassemblant le châle en cachemire et un petit sac de soirée. « La robe est ravissante, au fait. Veuillez remercier Monsieur Dubois pour sa délicatesse. Il a un excellent œil pour de telles choses, » dit Pierre, puis se figea presque imperceptiblement, comme s'il se rattrapait d'une erreur. C'est-à-dire, il a excellent goût et des conseillers de confiance. Je notai la glissade avec intérêt, mais ne fis aucun commentaire alors qu'il m'escortait vers la voiture qui attendait. Le dîner de la Fondation avait lieu au Musée du Bois d'Art contemporain, une structure moderniste de verre et de pierre sur le front de mer de la ville. Alors que nous approchions, j'observais des gens en tenue de soirée montant les larges marches, des flashs d'appareils photo illuminant occasionnellement la nuit, alors que les photographes documentaient l'arrivée de ce qui semblait être des célébrités mineures et des dignitaires locaux. « Il y aura de la presse », avertit Pierre alors que nous nous arrêtions à l'entrée. « Monsieur Dubois m'a demandé de vous escorter directement à l'intérieur pour éviter une attention inutile. » L'efficacité avec laquelle Pierre me navigua à travers une entrée latérale et dans un ascenseur privé suggérait que c'était un protocole bien établi. Nous émergeâmes dans un couloir plus silencieux où Robert attendait, resplendissant dans un smoking taillé, ses lunettes sombres échangées pour une paire différente avec des verres subtilement teintés. « Marthe » me salua-t-il, se tournant au son de notre approche avec ce timing trop parfait que j'avais remarqué auparavant. « Vous êtes venue ? Doutiez-vous que je viendrais ?» demandai-je, lui permettant de prendre ma main. « Les gens trouvent souvent mon monde intimidant, » répondit-il. « La robe vous va parfaitement. »
Oui, dis-je, observant son visage attentivement. Sophia a un excellent œil? Elle en a, accepta-t-il doucement. Bien que j'aie sélectionné la couleur moi-même, le bleu foncé a une profondeur qui complimente votre voix. Ma voix a une couleur. Son sourire s'approfondit, créant de fines lignes autour de sa bouche qui n'avaient pas été apparentes la veille. Quand un sens est diminué, d'autres compensent de façon fascinante. Je décidai de tester une petite théorie. Les boucles d'oreilles sont particulièrement belles, dis-je, délibérément sans les toucher, ou faire aucun son, qui indiquerait leur emplacement. Sans hésitation, la main de Robert s'éleva pour planer près de mon oreille droite, exactement où le saphir scintillait. L'élégance simple vous sied mieux que l'ostentation. Ses doigts étaient à quelques centimètres de mon oreille, assez près pour que je puisse sentir leur chaleur. Nous restâmes suspendus dans ce presque toucher pendant plusieurs battements de cœur, avant que Pierre s'éclaircisse discrètement la gorge. « Monsieur, les invités s'assemblent pour la réception. Mademoiselle Dubois m'a demandé de vous rappeler de saluer le maire avant le dîner. » La main de Robert retomba et le moment se brisa. « Le devoir appelle, » dit-il avec un léger soupir. « Devrons-nous braver les foules ensemble, Marthe ? Je trouve ces événements plus tolérables avec une compagnie agréable. » Il offrit son bras avec le geste pratiqué d'un homme aveugle. Mais alors que je le prenais, je ne pouvais pas me défaire de la certitude que ces verres teintés m'observèrent avec une clarté parfaite. La question n'était pas de savoir si Robert Dubois pouvait voir. J'étais maintenant convaincu qu'il le pouvait. La question était pourquoi il prétendait le contraire. Et si je devais le confronter avec ce que je soupçonnais? Pour l'instant, je décidai d'observer et de rassembler des preuves, abordant le mystère de Robert Dubois avec la même analyse méthodique que j'appliquais autrefois aux tromperies shakespeariennes avec mes étudiants de terminale. Après tout, comme je leur disais souvent, les personnages les plus intéressants sont toujours ceux avec des secrets. Le gala annuel de la Fondation Dubois s'avéra être un cours magistral en philanthropie élégante. Le grand hall du musée avait été transformé en un espace de dîner sophistiqué avec des tables arrangées autour d'une petite scène et d'un podium. Des lustres en cristal projetaient une lumière chaude sur des arrangements d'orchidées blanches et d'hortensias bleues qui s'harmonisaient parfaitement avec ma robe, si parfaitement que je me demandais si c'était une coordination délibérée. Avec le bras de Robert lié au mien, nous naviguâmes la foule avec ce qui semblait être une précision bien répétée. Il se déplaçait avec confiance, touchant occasionnellement mon bras ou se penchant plus près comme s'il avait besoin d'orientation à travers des groupes particulièrement denses d'invités. Pourtant, je remarquais comment il ne heurtait jamais personne, comment il semblait anticiper les mouvements avant qu'ils n'arrivent, comment son visage se tournait vers les gens qui approchaient, secondes avant qu'ils ne parlent. Robert, événement merveilleux comme toujours, appela une femme aux cheveux argentés dans une robe d'émeraude élaborée. « Et qui est votre charmante compagne ?»« Hélène Harrington, présidente du conseil de l'orchestre de la ville, » murmura Robert vers moi avant d'élever sa voix. « Hélène, puis-je présenter Marthe Cullen, une professeure de littérature retraitée dont les perspectives sur l'accessibilité éducationnelle ont été inestimables. » Je serrai sa main, notant comment Robert avait promu mon poste d'enseignante de lycée à professeur. « Un plaisir de vous rencontrer, professeur Cullen, » rayonna Hélène. Comme c'est rafraîchissant de voir de nouveaux visages dans le cercle de Robert. Il est devenu si reclus ces dernières années. Avec bonne raison, répondit Robert doucement. Les grands rassemblements sont difficiles sans vue. Bien sûr, bien sûr. Hélène rétropédala immédiatement. Je ne voulais pas dire « Aucune offense prise », l'assura-t-il. Maintenant, si vous voulez bien nous excuser, je crois que le maire fait signe pour mon attention. Il ne le faisait pas, bien sûr. Le maire était profondément engagé dans une conversation avec un groupe d'hommes d'affaires près du bar, dos à nous.
Le maire est en fait engagé ailleurs, observai-je doucement, alors que nous nous éloignions d'Hélène. Les lèvres de Robert se retroussèrent vers le haut. Est-ce qu'il l'est? Comme c'est pratique. Les donations caritatives d'Hélène sont inversement proportionnelles à son tact conversationnel. Je ris malgré tout. Une stratégie d'évasion sociale utile, prétendre voir des gens qui ont besoin de votre attention. Ses pas vacillèrent, presque imperceptiblement, et je réalisai mon piège verbal trop tard. Une figure de style. Il récupéra doucement. Pierre me signale généralement quand quelqu'un essaye d'attirer mon regard. Mais Pierre n'était nulle part près de nous à ce moment, et nous le savions tous les deux. Avant que je puisse insister sur le point, Sophia apparut, élégante, dans une robe bordeaux qui complétait ses cheveux sombres. « Papa, nous allons commencer la présentation. Marthe, je vous ai placé à notre table familiale. » Elle jeta un regard entre nous, un éclair de suspicion traversant ses traits. « J'espère que vous vous amusez. »« Immensément, » répondis-je. « Votre père m'a présenté à un assortiment vraiment impressionnant de personnes. »« Vraiment ?» La voix de Sophia portait une note de préoccupation. Papa excelle en réseautage malgré ses limitations. L'accent léger n'était pas perdu pour moi. Sophia marquait le territoire, me rappelant la vulnérabilité de son père, ou du moins sa vulnérabilité supposée. Le dîner était une affaire somptueuse de 5 services, entrecoupée de brefs discours sur le travail de la Fondation. Robert livra ses remarques avec une précision charismatique, ne regardant jamais une seule fois des notes qu'il ne pouvait pas lire, se déplaçant sur la scène avec des pas pratiqués qui paraissaient prudents, mais jamais incertains. Je regardais la performance avec une nouvelle conscience, voyant comment l'audience répondait avec cette combinaison particulière d'admiration et de sympathie réservée à ceux qui surmontent l'adversité. Quand il retourna à notre table, je me penchai près sous prétexte de l'aider à localiser son verre d'eau. Discours impressionnant. On pourrait presque oublier que vous ne pouvez pas voir votre audience. Il se raidit momentanément, puis se détendit, ses doigts trouvant les miens sous la nappe. On se prépare minutieusement quand on performe aveugle, murmura-t-il. Accent sur le dernier mot, si subtil que j'aurais pu l'imaginer. À travers le dîner, je cataloguais plus de discordances. Robert identifia une pointe d'asperge sur son assiette sans la toucher. Il réagit aux signaux de main subtils de Sophia de l'autre côté de la table. Le plus révélateur, quand un serveur fit accidentellement tomber un plateau de verre à l'extrémité de la pièce, la tête de Robert se tourna vers le crash une fraction de seconde avant qu'il ne se produise, comme s'il avait vu le plateau vaciller. Après le dessert, la portion formelle de la soirée se conclut, et les invités commencèrent à se mélanger à nouveau, tandis qu'un petit orchestre jouait de la musique classique douce. Robert me guida vers une alcôve plus silencieuse près du jardin de sculpture du musée. « Vous avez été inhabituellement silencieuse ?» observa-t-il. 2 flûtes de champagne en main, ayant des doutes sur l'association avec moi ? « Pas du tout, » répondis-je, acceptant le verre offert. « Je suis simplement en train d'observer. » « Et qu'ont révélé vos observations, professeur Collin ?» Il y avait une pointe de défi dans sa voix, presque joueuse. Je pris une gorgée délibérée de champagne, considérant mon approche. L'enseignante en moi voulait exposer mes preuves méthodiquement. La femme, qui avait été paternalisée et sous-estimée par son fils, voulait démontrer son acuité mentale. Mais quelque chose d'autre, quelque chose de plus intrigué qu'indigné, guida ma réponse. Que Robert Dubois navigue son monde avec une précision remarquable pour un homme qui supposément ne peut pas le voir. Son expression resta neutre, mais sa posture changea subtilement. Un léger raidissement des épaules, un redressement marginal de sa colonne vertébrale. Le cerveau humain s'adapte de façon impressionnante à la perte sensorielle. Mémoire spatiale, signaux auditifs. Oui,
et remarquer des voitures bleues depuis des véhicules en mouvement, identifier des boucles d'oreilles sans les toucher, se tourner vers des accidents avant qu'ils n'arrivent. Je posais mon verre de champagne avec une précision délibérée. J'ai enseigné la littérature pendant 40 ans, monsieur Dubois. Je reconnais un récit soigneusement construit quand j'en vois un. Pour plusieurs longs moments, il ne dit rien, son visage légèrement tourné du mien, comme s'il considérait ses options. Quand il se retourna, sa voix était tombée juste au-dessus d'un chuchotement. Ce n'est guère le lieu pour une telle conversation. Alors suggérez-en un meilleur, répondis-je, surprise par ma propre audace. Un léger sourire courba sa bouche. Vous n'êtes pas ce que... J'attendais, Marthe Collin. Je le suis rarement ces jours-ci. L'âge a une façon de nous libérer des attentes. Il hocha la tête pensivement. Le jardin de sculpture. 10 minutes. Prenez la portée et suivez le chemin vers la fontaine. Avant que je puisse répondre, il se redressa et éleva sa voix à des niveaux normaux. Sophia, vous voilà. Je disais justement à Marthe votre travail remarquable avec les initiatives éducationnelles de la Fondation. Sophia s'était approchée si silencieusement, je ne l'avais pas remarqué. Pourtant Robert l'avait fait. Une autre glissade dans sa performance. Elle jeta un regard entre nous, son expression soigneusement neutre, mais ses yeux perspicaces. Rien de remarquable là-dedans. « Je continue juste votre vision ?» répondit-elle. « Marthe, j'espère que papa n'a pas monopolisé votre soirée entière. Il y a plusieurs membres du conseil qui aimeraient entendre votre perspective éducationnelle. » Le renvoi subtil était clair. Sophia voulait du temps seul avec son père. Peut-être pour questionner ma présence, peut-être pour l'avertir sur ce qu'elle soupçonnait pourrait se développer entre nous. J'allais justement visiter les toilettes de toute façon, dis-je plaisamment. Si vous voulez bien m'excuser. Alors que je m'éloignais, je pouvais sentir leurs yeux, les deux pères, j'en étais certaine, me suivre à travers la pièce. 10 minutes, avait dit Robert. 10 minutes jusqu'à ce que j'entende potentiellement la vérité derrière la performance que j'avais été témoin. Je vérifiais mon reflet dans le miroir des toilettes, ajustant une mèche de cheveux argentés qui s'était détachée. La femme qui me regardait paraissait posée, élégante et étonnamment résolue. Daniel ne reconnaîtrait pas cette version de sa mère, la femme prête à rencontrer un quasi-étranger dans un jardin sombre pour le confronter sur une tromperie supposée. D'ailleurs, je me reconnaissais à peine. Pourtant, alors que je glissais par la porte est dans l'air frais du soir, je me sentis plus vivante que je ne l'avais été depuis des années. Le jardin de sculpture était une étude en ombre et illumination douce. L'éclairage stratégique mettait en valeur des installations modernistes tout en laissant les chemins dans une douce obscurité. L'air nocturne portait le parfum du jasmin et le murmure distant du gala continuant à l'intérieur. Je suivis le chemin de pierre comme instruit, mes talons cliquetant doucement contre les pavés, jusqu'à ce que j'atteigne une fontaine circulaire où l'eau cascadait sur le marbre noir dans un motif hypnotique. Robert était déjà là, dos à moi, silhouetté contre l'eau illuminée. Il avait enlevé ses lunettes teintées et elles pendaient d'une main. Sans se tourner, il parla. « Vous avez compté 8 discordances dans ma performance ce soir. J'ai remarqué que vous les cataloguiez. » Je m'approchais lentement, venant me tenir à côté de lui. 7, en fait. Maintenant, il se tourna, et pour la première fois, je vis ses yeux directement, clairs, nets et indéniablement focalisés sur les miens. Pas de nuages, pas de regard errant, rien pour suggérer une quelconque déficience visuelle. 8, concéda-t-il, avec un léger signe de tête. Qu'est-ce qui m'a trahi ? La voiture bleue, hier, était le premier indice, répondis-je, maintenant son regard fermement.
Mais c'étaient les boucles d'oreilles ce soir qui l'ont confirmé. Vous avez tendu la main vers elle sans aucun signal auditif sur leur emplacement. Une erreur imprudente. Normalement, je suis plus disciplinée. Pourquoi ? Demandai-je simplement. Pourquoi prétendre être aveugle ? Robert soupira et gesticula vers un banc de pierre nearby. Devrons-nous nous asseoir ? C'est une explication plutôt longue. Le banc était frais sous moi, alors que nous nous installions côte à côte, assez proches pour que nos épaules se touchent presque. Robert mit ses lunettes dans sa poche, n'ayant apparemment plus besoin de les utiliser en ma présence. Il y a 15 ans, commença-t-il, je n'étais pas juste riche. J'étais visible. Couverture de magazine, interview télévisée, rencontres privées avec président et premier ministre. Les innovations de sécurité de ma compagnie m'avaient fait une figure publique dans un domaine où l'anonymat est ironiquement le luxe ultime. Il s'arrêta, son profil net contre l'obscurité. Puis vinrent les menaces. Pas juste l'espionnage corporatif standard ou le harcèlement aléatoire qui vient avec la richesse, mais des menaces ciblées contre ma famille. Sophia était encore à l'université alors. Quelqu'un lui envoya des photographies prises à l'intérieur de sa chambre de résidence universitaire, avec les spécifications des systèmes de sécurité protégeant nos maisons, impliquant qu'il pouvait les contourner à volonté. Je sentis un frisson qui n'avait rien à voir avec l'air nocturne. Comme c'était terrifiant. En effet, nous avons naturellement augmenté la sécurité, mais les dommages psychologiques étaient de fait. La vie privée, la vraie vie privée, était devenue impossible. Ses mains se contractèrent dans son giron, un signe subtil du stress mémorisé. Puis j'ai développé une dégénérescence maculaire, légère, traitable, difficilement débilitante avec la médecine moderne. Mais cela m'a donné une idée. Disparaître tout en restant visible, murmurai-je, la compréhension naissant. Précisément, il se tourna vers moi, son regard direct et inébranlable. Le monde traite les aveugles différemment. Ils regardent ailleurs. Ils parlent comme si vous n'étiez pas là. Ils vous sous-estiment de façon profonde. J'ai vu une opportunité de créer un bouclier, un moyen de se déplacer dans le monde, avec tout le monde, ne voyant que ce que je voulais qu'ils voient. Un riche reclus aveugle, inspirant des histoires d'intérêt humain occasionnels, mais autrement laissé tranquille. Mais la charade est si élaborée, observai-je. Votre maison, votre comportement, cette fondation. Cela a commencé comme une solution temporaire, un répit de l'examen public, mais plus cela continuait, plus cela devenait une prison de ma propre fabrication. Sa voix portait une lassitude que je n'avais pas détectée auparavant. Maintenant, seuls Pierre et Sophia connaissent la vérité. Et vous, Marthe Collin, qui avez vu à travers moi avec une clarté remarquable, après moins de 2 jours. Je considérais cette confession extraordinaire, la retournant dans mon esprit. Le travail de la Fondation est authentique, cependant. Absolument, confirma-t-il. Initialement, la Fondation pour les aveugles faisait partie de l'histoire de couverture, mais j'ai découvert une passion authentique pour les questions d'accessibilité. L'ironie ne m'échappe pas. Un homme voyant plaidant pour les malvoyants tout en prétendant être l'un d'eux. Une position éthique compliquée, observai-je sans jugement. Une qui me tient éveillée la nuit plus souvent que je ne voudrais l'admettre. Il sourit amèrement. J'ai donné des millions à la recherche sur la cécité et à la technologie d'accessibilité. Peut-être comme forme de pénitence. Nous nous assîmes dans un silence contemplatif pendant un moment, le doux clapotis de la fontaine fournissant un fond apaisant. Quand je parlais finalement, je me surpris avec la question. « Pourquoi me dire la vérité ? Vous auriez pu maintenir la tromperie. Je ne suis guère une menace à votre monde soigneusement construit. » Robert se tourna entièrement vers moi, son expression soudain vulnérable
d'une façon que sa persona d'aveugle n'avait jamais été. Parce que quand je me suis assis à côté de vous, à cet arrêt de bus, j'ai reconnu quelque chose que je n'avais pas rencontré en 15 ans. L'authenticité. Vous ne performiez pour personne, Marthe. Même humiliée et abandonnée, vous mainteniez une dignité qui n'avait rien à voir avec les apparences. Sa candeur me prit au dépourvu. Pour un homme qui avait vécu derrière une façade si longtemps, cette révélation semblait presque douloureusement honnête. Et puis, continua-t-il, vous avez commencé à remarquer les incohérences. La plupart des gens voient ce qu'ils s'attendent à voir. Vous avez réellement observé. C'était rafraîchissant. Terrifiant, mais rafraîchissant. Terrifiant, je ne pouvais cacher mon scepticisme. Un milliardaire effrayé par une enseignante retraitée. Pas effrayé de vous, clarifia-t-il. Effrayé d'être vu. Vraiment vu. Sans la protection de la richesse ou du handicap pour déformer la perception. Sa main bougea avec hésitation vers la mienne sur le banc entre nous. Comprenez-vous ce que je dis, Marthe ? Je le comprenais avec une clarté surprenante. Robert Dubois, malgré toute sa richesse et son pouvoir, se cachait de connexions authentiques. La cécité qui avait commencé comme protection était devenue une barrière entre lui et l'interaction, humaine authentique. « Que ferez-vous maintenant ?» demandai-je, permettant à ses doigts de toucher légèrement les miens. « Maintenir la charade avec tout le monde d'autre ?»« Pour l'instant, » admit-il. « L'alternative serait compliquée, c'est le moins qu'on puisse dire. Mais avec vous ?» Il hésita. « Avec vous, j'aimerais être simplement Robert. Pas de performance, pas de prétexte. » La vulnérabilité dans sa demande toucha quelque chose en moi. Une reconnaissance de combien les connexions vraiment honnêtes deviennent rares en vieillissant. Combien de la vie devient performance et accommodement. « Je pense que j'aimerais cela, » répondis-je doucement. Bien que cela me fasse me demander quelles autres surprises vous pourriez cacher, monsieur Dubois. Son rire était inattendu et authentique. Préoccupation légitime. Mais je promets que la fausse cécité était ma tromperie la plus significative. Tout le reste, la richesse, la fondation, mon caractère, tout cela est authentique. Une toux discrète nous interrompit. Pierre se tenait à l'entrée du jardin, son expression professionnellement neutre, malgré avoir indubitablement été témoin de nos mains qui se touchaient, et Robert sans ses lunettes. « Monsieur, Mademoiselle Dubois vous cherche. Le maire se prépare à partir et souhaite dire au revoir. » Robert soupira, retirant à contre-cœur sa main de la mienne. « Retour à la performance, » murmura-t-il, récupérant ses lunettes de sa poche. Alors qu'il les glissait, je regardais la transformation. Sa posture se modifia subtilement. Son expression devint plus gardée, ses mouvements plus mesurés. Avant que nous retournions au gala, il se tourna vers moi une dernière fois. Avoir quelqu'un qui connaît la vérité, qui me connaît après toutes ces années. Il s'arrêta, cherchant ses mots. C'est comme remonter à la surface pour respirer après avoir été sous l'eau pendant trop longtemps. Alors que nous rentrâmes dans les lumières brillantes et la chorégraphie sociale du gala, je me demandais dans quoi je m'étais embarquée. Une amitié, quelque chose de plus, avec un homme dont l'existence publique entière était construite sur une tromperie élaborée. Pourtant, quelque chose à propos de sa confession dans le jardin semblait plus authentique que tout ce que j'avais vécu depuis des années. Sophia nous intercepta immédiatement, ses yeux se rétrécissant légèrement à notre réapparition conjointe du jardin. « Vous voilà, papa. » Le maire part. Son regard se posa sur moi, évaluant. « Marthe, j'espère que vous avez apprécié notre petit événement. » « Cela a été illuminant, » répondis-je, rencontrant ses yeux fermement. Sa sourcille parfaitement formée s'arqua légèrement à mon choix de mots, mais avant qu'elle ne puisse répondre,
Robert serra ma main discrètement. Très illuminant, en effet, accepta-t-il. La plaisanterie privée entre nous presque palpable dans l'air. La semaine suivante se déroula comme une séquence de rêves. Des routines familières interrompues par des moments surréels qui me laissaient questionner les limites de ma vie autrefois prévisible. Robert appelait quotidiennement, nos conversations allant de la littérature à la philosophie, aux petits détails de nos vies. Il parlait librement maintenant quand nous étions seuls, le prétexte de cécité abandonnée dans les moments privés. Le mercredi, il m'invita à dîner chez lui. Un vrai repas, spécifia-t-il. Pas juste du thé impromptu pour un passager d'autobus échoué. J'acceptais, ignorant la petite voix de prudence qui avait gouverné une grande partie de ma vie adulte. À 67 ans, raisonnai-je, j'avais gagné le droit de faire des choix imprudents. Daniel appela cet après-midi-là, son timing si suspect que je me demandais s'il avait développé un sixième sens pour les décisions non conventionnelles de sa mère. J'ai enquêté sur la Fondation Dubois, annonça-t-il sans préambule. Leurs initiatives éducationnelles sont en fait assez impressionnantes. Ils ont financé des programmes d'alphabétisation dans 20 départements. Comme c'est minutieux de ta part, répondis-je, sélectionnant des boucles d'oreilles pour la soirée. Une raison particulière à ta recherche? Juste m'assurer que tout est légitime. Son hésitation était révélatrice. Tu as passé du temps avec cet homme? Je soupirai, posant les boucles d'oreilles. Daniel, ta préoccupation est notée, mais inutile. Robert Dubois est exactement ce qu'il semble être, un philanthrope riche avec un intérêt pour l'éducation. L'ironie de cette déclaration, techniquement précise tout en cachant la vérité sur la vision de Robert, ne m'échappa pas. J'étais devenu complice de sa tromperie, au moins par omission. « Donc tu le vois socialement » pressa Daniel. « Nous sommes amis » répondis-je, la définition semblant simultanément inadéquate et présomptueuse. Qu'étions-nous exactement? Deux personnes qui avaient partagé un moment inhabituel d'honnêteté, connectées par un secret et peut-être par quelque chose de plus insaisissable. Quand j'arrivai au château de Robert ce soir-là, l'atmosphère avait subtilement changé de ma première visite. Pierre me salua avec la même courtoisie formelle, mais me mena à une salle à manger plus petite, plus intime, au lieu de la grande formelle que j'avais aperçue précédemment. La table était mise pour deux, avec des bougies fournissant la plupart de l'éclairage, et un feu crépitant dans un foyer de pierre nearby. Robert m'attendait sans ses lunettes sombres, habillé décontracté dans une chemise taillée, et un pantalon plutôt que sa tenue formelle habituelle. La vue de lui, détendu, sans garde, visiblement heureux de mon arrivée, causa un battement inattendu dans ma poitrine. « Pas de performance ce soir ?» dit-il, gesticulant vers ses yeux. « Juste nous. Pas d'audience à convaincre » acceptai-je, acceptant le verre de vin qu'il offrait. Excepté peut-être Sophia, qui interrogera certainement le personnel de cuisine demain sur notre dîner. J'arquai un sourcil. Elle ne m'approuve pas. Elle est protectrice, clarifia Robert, me menant à la table, et soupçonneuse par nature, une qualité qui lui sert bien comme PDG. Elle n'a pas tout à fait déterminé si vous êtes une menace potentielle ou un développement positif dans ma vie. Et laquelle suis-je? La question émergea plus audacieusement que je ne l'avais voulu. Robert me considéra par-dessus son verre de vin, son regard direct d'une façon qui me surprenait encore après l'avoir vu performer la cécité si convaincante. Les deux, peut-être. Vous avez perturbé un équilibre soigneusement maintenu, mais pas nécessairement de façon malvenue. Le dîner qui suivit était exquis, des plats que je reconnus de mon voyage d'enseignement en Italie il y a des décennies, préparés avec une précision authentique. Tout au long du repas, notre conversation coulait sans effort, ponctuée par des moments de silence compagnonnable qui semblaient aussi naturels que le dialogue. J'ai réfléchi à votre situation, dis-je alors que nous nous attardions sur le dessert. Les implications éthiques de votre tromperie.
Ah! Robert posa sa fourchette. Je me demandais quand la professeure livrerait son évaluation morale. Pas une évaluation, corrigeai-je. Une question. Cela en valait-il la peine? 15 ans de performance de cécité, l'isolement, la vigilance constante contre les dérapages. Qu'est-ce que cela vous a donné qui compense ce que cela vous a pris? Il ne répondit pas immédiatement, ses doigts traçant la tige de son verre de vin avec une précision contemplative. La sécurité initialement, la paix dans une certaine mesure, la liberté d'observer sans être observé, un miroir unidirectionnel entre moi et le monde. Il leva les yeux, rencontrant mes yeux. Mais dernièrement, j'ai questionné si la protection vaut l'isolement. À cause de moi? Demandai-je, soudain gêné. À cause de ce que vous rencontrez à révéler, clarifia-t-il. Combien la performance est devenue habituelle. Combien réflexives sont les barrières. Vous avez vu à travers elles, avec une telle facilité, que cela m'a fait me demander combien de moi-même j'ai perdu derrière elles. La vulnérabilité de son admission me toucha profondément. Avant que je puisse répondre, cependant, la porte de la salle à manger s'ouvrit brusquement, et Sophia entra sans annonce. Elle se figea au seuil, ses yeux s'élargissant alors qu'elle enregistrait son père sans ses lunettes, regardant clairement directement vers moi dans la lumière des bougies. « Papa !» Sa voix contenait des mesures égales de confusion et d'alarme. Robert ne sursauta pas ou ne se précipita pas vers ses lunettes comme je l'aurais attendu. Au lieu de cela, il soupira doucement et gesticula vers la chaise vide à côté de lui. « Joignez-vous à nous, Sophia. Il semble que nous ayons quelque chose à discuter. » Son regard passa entre nous, la compréhension naissant lentement. Elle sait. La question émergea à demi chuchotée, comme si les mots eux-mêmes pouvaient être dangereux. Elle l'a découvert, confirma Robert. Plutôt rapidement, en fait. Sophia se tourna vers moi, son polish professionnel se craquelant pour révéler une peur authentique en dessous. « Qui avez-vous dit ?»« Personne, » l'assurai-je, comprenant sa panique. « Et je n'ai aucune intention de dire à qui que ce soit. » Elle resta debout, sa posture rigide de tension. « Avez-vous une idée de ce qui est en jeu ici? La fondation, la compagnie, notre vie privée, notre sécurité, tout cela dépend du maintien de cet arrangement. » « Je comprends la complexité de la situation, » répondis-je calmement, puisant dans des décennies de désamorçage des tensions de classe. « Le secret de votre père est en sécurité avec moi. Basé sur quoi? » Elle défie. Une connaissance d'une semaine? Une connexion romantique mal orientée? La façon dédaigneuse dont elle caractérisa notre relation piqua plus que je ne voulais l'admettre. Robert intervint avant que je puisse répondre. « Sophia, c'est suffisant. » Marthe a montré plus de perspicacité et de discrétion en une semaine que la plupart des gens démontrent en une vie. Je lui fais confiance. Vous lui avez fait suffisamment confiance pour risquer tout ce que nous avons construit, contesta Sophia, s'affaissant finalement dans la chaise à côté de lui. Sans me consulter. Je n'ai pas planifié cela, expliqua Robert avec une patience remarquable. Marthe a observé des discordances que personne d'autre n'a remarquées en 15 ans. Plutôt que de m'exposer publiquement ou utiliser l'information pour un gain personnel, elle m'a confrontée privément. Sophia m'étudia avec une nouvelle intensité, réévaluant. « Que voulez-vous de nous, Madame Collin ?» La question brutale me prit au dépourvu. Vouloir de cette situation? De mon père? Il doit y avoir quelque chose. Sophia, la voix de Robert portait une netteté rare. C'est une question juste, interrompis-je, comprenant son instinct protecteur. Je me tournai pour lui faire directement face. Ce que je veux est exactement ce que j'ai déjà reçu. Une conversation honnête, une connexion authentique, le respect d'être vu comme je suis,
plutôt que comme un stéréotype de veuvage vieillissant. Je m'arrêtais, choisissant mes prochains mots avec soin. Votre père m'a offert de la dignité quand mon propre fils m'a traitée comme incompétente. Je lui ai offert la simple courtoisie d'interaction authentique, sans performance. L'expression de Sophia s'adoucit marginalement, bien que la lassitude reste dans ses yeux. Et si les choses progressent entre vous? Plus cela continue, plus le risque d'exposition est grand. L'implication que toute relation entre Robert et moi créait de la vulnérabilité dans leur monde soigneusement construit flottait dans l'air entre nous. Avant que je puisse formuler une réponse, Robert tendit la main à travers la table et prit délibérément ma main. « Alors nous aborderons ce défi ensemble, » dit-il, son regard passant de sa fille à moi. Parce que pour la première fois en 15 ans, je vis quelque chose qui vaut le risque. La déclaration simple changea quelque chose dans l'atmosphère. La posture rigide de Sophia s'atténua légèrement, et je sentis une certitude chaude se répandre à travers moi qui n'avait rien à voir avec le vin ou la chaleur du feu. Quel que soit le chemin compliqué qui nous attendait, nous le naviguerions ensemble. Deux personnes qui avaient reconnu l'une dans l'autre quelque chose de rare et qui valait la peine d'être protégées. Je devrais partir, dis-je finalement, consciente que père et fille avaient besoin d'intimité pour traiter ce développement. Il se fait tard. Alors que Pierre me ramenait chez moi plus tard ce soir-là, je réfléchis au tournant extraordinaire qu'avait pris ma vie depuis ce moment à l'arrêt de bus. Il y a une semaine, j'avais été une enseignante retraitée, luttant pour l'autonomie contre son fils bien intentionné, mais contrôlant. Maintenant, j'étais empêtrée dans la tromperie élaborée d'un milliardaire, contemplant une relation qui nécessiterait de naviguer des complexités que je pouvais à peine imaginer. Pourtant, malgré les complications, ou peut-être à cause d'elles, je me sentais plus vivement vivante que je ne l'avais été depuis des années. La femme qui avait autrefois planifié ses jours autour des réunions de clubs de lecture et de la gestion de l'arthrite naviguait maintenant des réalités duelles et contemplait des scandales publics avec une exhilaration étrange. Daniel attendait devant mon immeuble quand nous arrivâmes, son expression un mélange de préoccupation et d'indignation. « Vous avez quitté le dîner pour le rencontrer, n'est-ce pas ?» demanda-t-il, alors que je sortais de la voiture. « Maman, qu'est-ce qui se passe vraiment entre vous et Dubois ?» Je soupirais, trop épuisée émotionnellement par les développements de la soirée pour fabriquer des excuses pratiques. « C'est compliqué, Daniel. Et oui, nous sommes plus que de simples connaissances. Êtes-vous » Il lutta pour formuler la question. Romantiquement impliqué avec cet homme? La directivité de son enquête, demandée tout en se tenant sur un trottoir public, me frappa comme à la fois inappropriée et libératrice en quelque sorte. L'ancienne Marthe Collin aurait pu dévier ou adoucir la vérité pour épargner l'inconfort de son fils. La femme que je devenais décida de l'honnêteté. « Oui, » répondis-je simplement. « Nous le sommes. » L'expression de Daniel passa par le choc, la confusion, et finalement une résignation particulière. « Je ne comprends rien de tout cela, » admit-il. « Mais je suppose que cela n'a pas d'importance, n'est-ce pas ? Votre compréhension m'importe, » lui dis-je doucement. « Mais votre approbation n'est pas requise. J'ai passé des années à prioriser votre confort et vos préférences, Daniel. Maintenant, je choisis mon propre bonheur. » Alors qu'il s'éloignait en voiture et que j'entrais dans mon appartement silencieux, je sentis un sens inattendu de paix malgré l'article menaçant, la relation compliquée et l'inconfort évident de mon fils. À 67 ans, j'avais finalement réalisé que les chapitres les plus significatifs de la vie pourraient encore être non écrits, attendant le courage de tourner la page. Le dimanche matin, où l'article de Victor Reeves fut publié naquit avec une tranquillité trompeuse. Je me réveillai tôt, fis du café, et ouvris l'édition numérique du magazine sur ma tablette avec appréhension.
Le reportage apparut proéminentement sur la page d'accueil. Le cas curieux de la cécité sélective de Robert Dubois, philanthropie, vie privée ou fraude. La pièce était plus accablante que le brouillon que nous avions vu. Reeves avait ajouté des photographies récentes du jardin botanique, incluant une de moi guidant Robert devant une installation de sculpture. Bien que mon visage ne soit pas clairement visible, la légende spéculait sur la femme mystérieuse de plus en plus vue en compagnie de Dubois et questionnait si elle était complice dans le maintien de sa façade. Mon téléphone sonna avant que j'aie fini de lire. C'était Sophia, sa voix étroitement contrôlée. « Avez-vous vu ?»« Je suis en train de le lire, » confirmai-je. « C'est pire que le brouillon. Les téléphones sonnent déjà. Associé d'affaires, partenaire de la fondation, journaliste cherchant des commentaires. » Elle s'arrêta, son composé professionnel glissant momentanément. « Cela pourrait détruire tout ce que nous avons construit, Marthe. » L'utilisation de mon prénom plutôt que le formel Madame Collin qu'elle employait typiquement marquait la gravité de la situation. Avant que je puisse répondre, elle continua. « Père vous veut à la maison. Nous avons une réunion de stratégie d'urgence dans 30 minutes. Pouvez-vous venir ?»« Bien sûr, » dis-je, me dirigeant déjà vers ma chambre pour m'habiller. Je serai là aussi rapidement que possible. Pierre arriva en un temps record, son expression impassible habituelle remplacée par une efficacité sombre, alors qu'il naviguait la circulation matinale. Au château, la sécurité était visiblement renforcée. Gardes supplémentaires au portail, d'autres patrouillant les terrains. Les médias s'étaient déjà rassemblés au périmètre, caméras et micros prêts. À l'intérieur, l'atmosphère était celle d'une salle de guerre. Robert était assis à la tête de la table de conférence de son bureau, entouré de conseillers juridiques, spécialistes des relations publiques, et Sophia, qui faisait les 100 pas tout en parlant rapidement dans son téléphone. Quand il me vit, Robert se leva immédiatement, traversant la pièce pour me saluer avec une affection publique inattendue, prenant mes 2 mains dans les siennes. « Je suis désolé de vous entraîner dans cela, » dit-il doucement. « J'étais déjà dedans, » lui rappelai-je. « Le moment où j'ai reconnu votre secret. » Sophia termina son appel et s'adressa à l'équipe assemblée. « Le conseil de la Fondation demande une réunion d'urgence. Nos partenaires corporatifs majeurs veulent des déclarations clarifiant la situation. L'angle de la vie privée médicale nous achète un peu de temps, mais finalement, nous devrons répondre définitivement. » Un homme distingué que je reconnus comme l'avocat principal de Robert s'éclaircit la gorge. « Monsieur Dubois, nous en avons discuté. D'un point de vue juridique, maintenir la fiction devient de plus en plus intenable. Si vous deviez reconnaître une guérison partielle de votre condition, un miracle pratique, » interrompit Robert, son ton sardonique. « Retrouver soudainement une vue partielle après 15 ans, juste quand je suis accusé de simuler la cécité. Ce serait plus crédible qu'un déni continuel face à des preuves croissantes, » insista l'avocat. J'observais le débat silencieusement, comprenant les implications complexes de chaque option. Robert avait passé 15 ans à construire cette identité, le philanthrope aveugle digne surmontant l'adversité personnelle. Admettre la tromperie s'apprête non seulement sa crédibilité personnelle, mais potentiellement le travail de la fondation, la stabilité de la compagnie et la vie privée qui lui était devenue si précieuse. Après 1 heure de discussion de plus en plus circulaire, Robert leva la main pour le silence. « J'ai besoin de parler avec Marthe seule, » annonça-t-il. Tout le monde d'autre prenait 30 minutes. La pièce se vida rapidement, bien que Sophia s'attarda à la porte avec une réticence évidente avant de finalement suivre les autres. Quand nous fûmes seuls, Robert enleva ses lunettes sombres, un geste qui portait maintenant une intimité profonde entre nous, et se frotta les yeux avec lassitude. 15 ans de construction minutieuse, défaits en un seul article, observa-t-il sans apitoiement sur soi. « Que feriez-vous, Marthe ?» La question directe me prit au dépourvu. « Vous demandez mon conseil ?»
Je demande ce que vous feriez à ma place. Vous êtes la personne la plus éthiquement centrée que je connaisse, et vous comprenez la situation de l'intérieur et de l'extérieur. Je considérais soigneusement avant de répondre. Je pense que je dirai la vérité, non pas parce que vous avez été attrapé, mais parce que vivre derrière une façade vous a pris plus qu'elle ne vous a donné. Il hocha lentement, considérant mes mots. L'isolement était protecteur au début, puis est devenu une prison. Je vois cela maintenant. Ses yeux rencontrèrent les miens directement. Vous rencontrer a rendu cela abondamment clair. Combien de vies j'ai manqué en me cachant. Alors peut-être que cet article, troublant qu'il soit, offre une opportunité. Suggérais-je, non pas pour une guérison partielle pratique, mais pour l'honnêteté, selon vos propres termes. L'expression de Robert changea alors qu'il absorbait cette perspective. Une admission publique de la tromperie, une explication publique de pourquoi un homme qui valorise la vie privée pourrait prendre des mesures extraordinaires pour la protéger, clarifiai-je. Pas d'excuse pour la tromperie, mais un compte-rendu honnête de son but et ses effets. Il resta silencieux, contemplant cette approche. Finalement, il demanda « Resteriez-vous avec moi publiquement ?» Cela signifierait examen, publicité, tout ce que j'ai évité et imposerait maintenant à vous aussi. La question représentait plus que cette crise immédiate. C'était une invitation à entrer pleinement dans son monde, à transitionner de connexion privée à partenariat public. À 67 ans, on me demandait d'entrer dans un projecteur que je n'avais jamais cherché ou imaginé. Oui, dis-je simplement, je le ferai. Quand l'équipe se rassembla, Robert présenta sa décision avec la clarté et l'autorité qui avaient en construit son empire commercial. Pas une vérité partielle soigneusement élaborée, comme ses conseillers l'avaient suggéré, mais un récit complet, son malaise croissant avec la célébrité et l'examen, la décision stratégique d'utiliser un handicap perçu comme bouclier, les années de vie derrière une façade soigneusement maintenue. Nous l'encadrerons comme une déclaration personnelle, suggéra la directrice des relations publiques, s'adaptant déjà à cette approche inattendue. Mettez l'accent sur vos contributions à l'accessibilité et à la recherche sur la vision comme engagement authentique qui ont grandi de votre expérience. Abordez l'avenir de la Fondation directement, ajouta Sophia, son choc initial cédant à la planification tactique. Reconnaissez les questions éthiques complexes tout en réaffirmant notre mission. D'ici le soir, la déclaration était préparée, une conférence de presse programmée pour le lendemain matin. Alors que l'équipe se dispersait pour mettre en œuvre la stratégie, Robert et moi nous trouvâmes seuls dans son jardin, le même endroit où il m'avait d'abord révélé son secret. « Êtes-vous certaine de ceci ?» demanda-t-il doucement. « Une fois que nous entrerons dans cette conférence de presse ensemble, votre vie change irrévocablement. La vie privée que vous avez valorisée, l'existence tranquille que vous avez créée, elle sera compromise. » Je considérais son avertissement sérieusement. L'anonymat confortable de ma retraite serait en effet sacrifié. Je deviendrais un personnage dans le récit public de la tromperie et de la rédemption de Robert Dubois, sujet à spéculation et jugement d'étrangers. À notre âge, répondis-je finalement, combien d'opportunités avons-nous pour une vraie réinvention, pour des aventures que nous n'avions jamais anticipées ? Je pris sa main, le geste maintenant familier et ancrant. En plus, j'ai passé des décennies à être définie, principalement comme l'épouse de quelqu'un, la mère de quelqu'un, l'enseignante de quelqu'un. Peut-être qu'être définie comme la femme qui a vu à travers la tromperie d'un milliardaire n'est pas un si terrible chapitre final. Son rire était chaud d'affection et de soulagement. Pas un chapitre final, Marthe. Un nouveau commencement. La conférence de presse le lendemain matin se déroula avec le drame contrôlé d'une pièce bien dirigée. Robert entra sans ses lunettes sombres ou canne blanche,
sa vision clairement intacte, alors qu'il scrutait les journalistes assemblés. Je me tenais légèrement derrière lui aux côtés de Sophia, une déclaration visible de solidarité. « Pendant 15 ans ?» commença-t-il, sa voix stable et claire. J'ai maintenu une fiction sur ma déficience visuelle. Aujourd'hui, je suis ici pour reconnaître cette tromperie et expliquer, bien que non excuser, mes raisons de l'avoir fait. La frénésie médiatique qui s'ensuivit était exactement comme prédit, parts égales d'indignation, fascination et analyse. Les éthiciens débattirent la moralité de sa tromperie, les publications d'affaires calculèrent les impacts potentiels sur ses compagnies, et les tabloïds se focalisèrent naturellement sur moi, la femme mystérieuse qui avait inspiré la confession de Robert Dubois. À travers tout cela, nous maintînmes le front uni, établi à la conférence de presse. Le travail de la Fondation continua, sa mission réaffirmée à travers de nouvelles initiatives abordant spécifiquement la transparence et la gouvernance éthique. Sophia, après sa résistance initiale, s'avéra remarquablement adaptable, exploitant la situation pour mettre en évidence son leadership pendant cette transition. Daniel, prévisiblement, était horrifié par ma visibilité publique soudaine. « Vous êtes dans les tabloïds, maman », se lamenta-t-il pendant un dîner dominical tendu. « Les gens au travail demandent si vous sortez vraiment avec un milliardaire qui simulait être aveugle. »« Et que leur dites-vous » demandai-je, genuinement curieuse. Il soupira, la résignation remplaçant graduellement le désarroi. Que ma mère a toujours été extraordinairement perspicace et qu'elle semble être heureuse. 6 mois après l'article explosif de Victor Reeves, le scandale s'était largement apaisé, remplacé par des révélations plus nouvelles et choquantes sur d'autres figures publiques. Robert et moi avions établi une nouvelle normalité, divisant notre temps entre son château et mon appartement, que je gardais comme refuge privé, maintenant mon indépendance même, alors que nos vies devenaient de plus en plus entrelacées. À l'anniversaire de notre première rencontre à l'arrêt de bus, Robert suggéra un retour à cet endroit. Pierre nous y conduisit, se garant discrètement de l'autre côté de la rue. « Il y a 1 an, » réfléchit Robert, « vous étiez abandonné ici, sans ressources, et j'étais emprisonné dans une tromperie de ma propre création. Et maintenant ?» provoquai-je, appréciant la symétrie de retourner où notre histoire avait commencé. Maintenant, nous sommes tous les deux libres de façon qu'aucun de nous n'avait anticipée. Il tendit la main dans sa poche, en retirant une petite boîte de velours, ce qui m'amène à une question que je n'avais jamais imaginé poser à cette étape de la vie. À l'intérieur de la boîte était une bague de saphir, élégante dans sa simplicité. « Marthe Collin, » dit-il formellement. « Considéreriez-vous le mariage avec un fraudeur réformé qui n'a jamais vu plus clairement que quand il vous a rencontré ?» Je ris de son autodépréciation caractéristiquement honnête. « Je le ferai, » répondis-je, lui permettant de glisser la bague à mon doigt. Bien que j'insiste pour que mon fils me mène à l'hôtel, peu importe combien il lutte à nous comprendre. Alors que nous étions assis ensemble à l'arrêt de bus où tout avait changé, je pensais au voyage extraordinaire de cette première rencontre. La mère abandonnée, le gentleman aveugle apparemment, et une suggestion chuchotée qui avait mené à des révélations qu'aucun de nous n'aurait pu prédire. « Votre fils regrettera de vous avoir laissé », avait dit Robert ce jour-là. Il avait eu raison, bien que pas de la façon dont l'un de nous s'y attendait. L'abandon insouciant de Daniel avait ouvert la porte à la transformation, non seulement pour moi, mais pour Robert et finalement pour Daniel lui-même, qui apprenait lentement à voir sa mère comme une femme avec sa propre histoire encore en cours. Parfois, les voyages les plus significatifs commencent aux endroits les plus ordinaires, comme un arrêt de bus de banlieue où une femme rejetée et un homme se cachant en pleine vue ont découvert qu'être vraiment vus, avec toutes nos complexités et contradictions, est peut-être la plus grande liberté de toutes. Les préparatifs de notre mariage se révélèrent être un exercice d'équilibre délicat entre l'intimité que nous désirions tous les deux
et l'attention publique que la confession de Robert avait garantie. Nous décidâmes d'une cérémonie relativement petite dans les jardins du château, avec seulement la famille proche et quelques amis intimes. Sophia, qui avait initialement vu notre relation comme une complication potentiellement désastreuse, était devenue une planificatrice enthousiaste, canalisant son énergie organisationnelle vers la création de ce qu'elle appelait un événement digne mais discret. Daniel, vrai à sa nature, avait d'abord résisté à l'idée de me mener à l'hôtel. « Maman, vous vous mariez avec un homme qui a vécu un mensonge pendant 15 ans. » avait-il protesté pendant une de nos discussions hebdomadaires, maintenant obligatoires sur ma situation. « Comment puis-je soutenir cela en tant que votre fils ? » « Parce que, » avais-je répondu patiemment, « cet homme a trouvé le courage de dire la vérité quand il aurait pu continuer à mentir, et parce que votre mère est heureuse pour la première fois depuis la mort de votre père. » Cette conversation s'était terminée par un long silence, puis un soupir résigné. « Très bien, mais je porte encore un smoking. » L'ironie de la situation ne m'échappait pas. À 68 ans, je me préparais pour un second mariage avec plus d'excitation que je n'en avais ressenti depuis des décennies, tandis que mon fils luttait avec des concepts qu'il trouvait fondamentalement troublants. Le changement de dynamique entre nous était devenu un microcosme de transformation plus large que notre relation avait déclenché. La semaine avant le mariage, Angela, ma belle-fille, m'emmena faire du shopping pour une robe. C'était un geste de solidarité inattendu de la part de quelqu'un qui avait toujours maintenu une distance polie avec moi. « Vous savez, » dit-elle, alors que nous parcourions les boutiques de la rue de Rivoli, « Daniel a eu du mal avec votre relation, mais les enfants parlent de grand-mère et de son prince tout le temps. Ils trouvent toute l'histoire romantique. » Je souris à cette caractérisation. Un prince aveugle qui s'avère ne pas être aveugle du tout. Exactement le genre de conte de fées tordues que les enfants adorent, rit Angela. Et honnêtement, vous semblez rayonner d'une façon que je ne vous avais jamais vue auparavant. Nous trouvâmes finalement une robe d'un bleu profond élégant qui rappelait celle que Robert avait choisie pour le dîner de la Fondation, mais adaptée pour une mariée mature. Simple, sophistiquée, parfaitement appropriée pour une femme qui avait découvert que l'amour à un âge plus tard portait sa propre grâce unique. Le matin du mariage, je me réveillais dans mon appartement pour la dernière fois en tant que femme célibataire. Bien que Robert et moi eussions convenu de maintenir mon appartement comme retraite personnelle, même après le mariage, quelque chose dans l'air semblait définitif, transformatif. Ma nouvelle femme de chambre, un luxe sur lequel Robert avait insisté, arriva tôt pour m'aider à me préparer. « Madame Colin » dit Marie en arrangeant soigneusement ma robe. « Monsieur Dubois a envoyé ceci pour vous. » Elle me tendit une petite boîte contenant une paire de boucles d'oreilles en saphir assorties à ma bague de fiançailles et une note dans l'écriture maintenant familière de Robert. Pour la femme qui a vu à travers toutes mes déceptions pour trouver la vérité en dessous, avec tout mon amour, R. Daniel arriva précisément à midi, impeccable dans son smoking. Son expression un mélange complexe d'émotions qu'il luttait encore à traiter. « Vous êtes belle, maman, » dit-il simplement, offrant son bras. « Êtes-vous sûre de ceci ? » « Plus sûre que je ne l'ai été de quoi que ce soit depuis longtemps, » répondis-je, prenant son bras. « Daniel, j'ai besoin que vous compreniez quelque chose. Votre père était l'amour de ma jeunesse. Robert est l'amour de ma maturité. Ce ne sont pas la même chose, et ils ne doivent pas l'être. » Il hocha lentement, commençant peut-être enfin à saisir que l'identité de sa mère s'étendait bien au-delà de son rôle de veuve et de grand-mère. Le trajet vers le château se passa dans un silence confortable, chacun de nous perdu dans ses propres pensées. Quand nous arrivâmes, je fus frappée par la beauté des jardins transformés pour l'occasion. Des arrangements floraux blancs et bleus marquaient l'allée vers une arche élégante où Robert attendait avec le magistrat. Il portait un costume gris charbon qui complémentait parfaitement ma robe,
Et quand il me vit approcher au bras de Daniel, son expression d'émerveillement et d'amour pur me coupa presque le souffle. Pierre était là comme témoin de Robert et Sophia comme ma dame d'honneur, un geste qui symbolisait notre acceptation mutuelle après nos débuts rocheux. Les petits-enfants de Daniel étaient assis au premier rang, leurs visages brillants d'excitation à voir leur grand-mère se marier comme dans un conte de fées. L'assistance était petite, mais significative. Quelques collègues enseignants de mes années de travail, plusieurs membres du conseil de la fondation qui étaient devenus des amis personnels, et, étonnamment, Victor Reeves, le journaliste dont l'article avait déclenché toute cette chaîne d'événements. Robert l'avait invité dans un geste d'esprit sportif qui parlait de son caractère. « Nous nous rassemblons aujourd'hui, » commença le magistrat, pour célébrer l'union de Robert et Marthe, deux personnes qui ont trouvé l'une dans l'autre quelque chose de rare et précieux, l'acceptation authentique et l'amour sans condition. Alors que nous échangions les vœux que nous avions écrits nous-mêmes, je me trouvais à penser à l'extraordinaire série d'événements qui nous avait amenés à ce moment. L'abandon à un arrêt de bus qui avait semblé si humiliant était devenu le catalyseur de la plus grande aventure de ma vie. « Marthe, » dit Robert, sa voix portant clairement dans l'air du soir, « tu m'as appris que se cacher de la vie, même pour de bonnes raisons, n'est pas vraiment vivre. Tu m'as montré que le courage n'est pas l'absence de peur, mais la volonté d'être vulnérable avec la bonne personne. Je promets de ne plus jamais te cacher qui je suis vraiment, et de chérir qui tu es vraiment, pour le reste de mes jours. » Mes propres vœux étaient de plus simples. « Robert, tu es entré dans ma vie à un moment où je pensais que tous mes chapitres significatifs avaient été écrits. Tu m'as montré que l'amour ne connaît pas de limite d'âge et que l'aventure peut commencer à tout moment si nous avons le courage de dire oui. Je promets d'être ta partenaire dans la vérité et ton refuge dans l'incertitude. » Alors que nous échangions les anneaux, je remarquai Daniel qui essuyait discrètement ses yeux. L'homme qui avait lutté si fort pour comprendre cette relation était évidemment touché par la sincérité de notre engagement mutuel. La réception qui suivit était intime et joyeuse. Sophia avait organisé un dîner sous les étoiles avec un éclairage de jardin qui transformait les terrains en quelque chose de magique. Un quatuor à cordes jouait doucement pendant que nous dînions de spécialités culinaires provençales que Robert avait spécialement commandées en l'honneur de notre voyage de noces prévu en France. Pendant le dîner, Victor Reeves s'approcha de notre table. « J'espère que vous ne m'en voulez pas d'être venu, » dit-il à Robert. « Votre invitation m'a surpris. »« L'intégrité journalistique mérite le respect, » répondit Robert gracieusement. « Et votre article, bien qu'initialement bouleversant, a finalement servi un plus grand bien. » Reeves se tourna vers moi. « Madame Dubois, puis-je dire que vous avez navigué tout ceci avec une grâce remarquable ? Beaucoup de personnes dans votre position auraient trouvé l'attention publique écrasante. »« Monsieur Reeves, » répondis-je avec un sourire. « À mon âge, on apprend que la vie est trop courte pour s'inquiéter de ce que pensent les étrangers. L'amour authentique vaut tous les inconvénients publics. » Alors que la soirée progressait et que les invités commençaient à partir, Robert et moi nous trouvâmes seuls sur la terrasse, regardant les jardins où nous nous étions fiancés. « Aucun regret ?» demanda-t-il, prenant ma main gauche où ma nouvelle alliance brillait à côté de la bague de saphir. « Seulement que nous ne nous soyons pas rencontrés plus tôt, » répondis-je. Bien que peut-être avions-nous besoin de vivre nos vies séparément d'abord pour apprécier pleinement ce que nous avons trouvé ensemble. Il hocha, comprenant. « François était un homme chanceux de vous avoir eu pendant 42 ans. »« Et vous êtes un homme chanceux de m'avoir maintenant ?» répliquai-je, avec une impudence qui le fit rire. « En effet, Madame Dubois, en effet. » Alors que nous rentrions dans notre maison maintenant, une pensée qui me remplissait encore d'émerveillement,
je réfléchis sur la vérité qu'avait révélée ce jour remarquable. L'amour à un âge plus tard n'est pas une version pâle de passion juvénile. C'est quelque chose d'entièrement différent, plus profond, plus délibéré, enrichi par la perspective et tempéré par l'expérience. C'est l'amour qui sait que le temps est précieux et ne le gaspille pas sur des jeux ou des incertitudes. Ce soir-là, alors que je m'endormais pour la première fois en tant que Madame Robert Dubois, je pensais à la femme qui avait été abandonnée à un arrêt de bus il y a plus d'1 an. Cette femme n'aurait jamais pu imaginer les transformations qui l'attendaient, les secrets qu'elle découvrirait, l'amour qu'elle trouverait et le courage qu'elle développerait pour embrasser une vie entièrement nouvelle, à un âge où la plupart des gens se contentent de statu quo. Le changement, réalisai-je, n'a pas de limite d'âge. L'aventure peut commencer à tout moment. Et parfois, les fins les plus heureuses commencent aux arrêts de bus les plus ordinaires, avec des actes de gentillesse inattendus de la part d'étrangers, qui s'avèrent ne pas être des étrangers du tout, mais exactement les personnes que nous étions destinés à rencontrer. 2 ans après notre mariage, notre vie avait trouvé un rythme qui équilibrait parfaitement l'intimité privée avec l'engagement public. Robert avait progressivement repris un rôle plus visible dans la direction de ses entreprises, sa confession publique ayant finalement renforcé sa réputation plutôt que de la détruire. Les actionnaires et partenaires avaient été impressionnés par son courage de dire la vérité, et les nouvelles initiatives de transparence qu'il avait mises en place étaient devenues des modèles dans l'industrie. De mon côté, j'avais découvert une nouvelle vocation inattendue. La Fondation Dubois m'avait invité à diriger un programme novateur d'alphabétisation pour adultes, combinant mon expérience d'enseignement avec ma perspective unique sur les transformations de la vie plus tardive. Le programme, que nous avions baptisé « Nouveau chapitre », aidait les adultes de plus de 50 ans à développer leurs compétences en lecture et écriture, souvent pour la première fois de leur vie. « Vous savez, » dis-je à Robert un matin pendant que nous prenions le petit déjeuner dans la serre du château, « je n'ai jamais pensé que ma vraie carrière commencerait à 70 ans. » Il sourit par-dessus sa tasse de café, ses yeux qui voyaient si clairement maintenant, sans prétexte ni déguisement, pétillants d'affection. Vous m'avez appris que l'âge n'est qu'un chiffre quand il s'agit de nouvelles possibilités. Notre relation avec Daniel s'était aussi transformée de manière remarquable. L'homme qui avait initialement résisté à notre union était devenu l'un de nos plus grands supporters, particulièrement après avoir vu l'effet que notre bonheur avait eu sur ses propres enfants. Mes petits-enfants adoraient Robert, qu'ils appelaient affectueusement « grand-papa Robert », et ils les gâtaient avec la même générosité attentionnée qu'il m'accordait. « Maman » m'avait dit Daniel lors de notre dîner familial hebdomadaire la semaine précédente. « Je dois vous présenter des excuses. Je pensais que vous étiez en train de faire une erreur énorme, mais en vous regardant maintenant, il s'était arrêté, cherchant les mots justes. Vous êtes redevenu vous-même, la mère que je me rappelais avant la mort de papa, mais encore plus vivante. » Cette conversation avait eu lieu dans le nouveau pavillon de jardin que Robert avait fait construire spécialement pour nos rassemblements familiaux. Il comprenait l'importance de maintenir ces liens, même si cela signifiait adapter son domaine privé pour accueillir la famille élargie. Sophia aussi était devenue plus qu'une belle-fille. Elle était devenue une véritable amie et confidente. Sa résistance initiale à notre relation s'était transformée en respect authentique quand elle avait vu comment notre partenariat avait libéré son père de l'isolement qu'il avait auto-imposé. « Marthe, » m'avait-elle dit récemment, « vous avez rendu mon père à lui-même. Je ne sais pas comment vous remercier pour cela. » « En étant heureuse, » avais-je répondu. « C'est tout ce que nous voulons tous les deux. » Le travail de la Fondation continuait à prospérer sous la nouvelle direction transparente. Les programmes d'accessibilité que Robert avait développés pendant ces années de fausse cécité
était maintenant reconnue internationalement, et ironiquement, sa tromperie avait mené à des innovations authentiques qui aidaient vraiment les personnes malvoyantes. Il y a une justice poétique dans tout cela, avait observé Victor Reeves lors de notre dîner d'anniversaire de mariage. Il était devenu un ami inattendu, et son article de suivi sur notre première année de mariage avait été une célébration touchante de l'amour trouvé plus tard dans la vie. Ce matin particulier, alors que nous planifions notre voyage en Toscane pour célébrer mon 70e anniversaire, Pierre entra avec le courrier du jour. Parmi les lettres habituelles et invitations, il y avait une enveloppe que je reconnus immédiatement. « De qui ?» demanda Robert, remarquant mon expression. « De l'école où j'enseignais », répondis-je, ouvrant soigneusement la lettre. « Il me demande de prononcer le discours de remise des diplômes de cette année. » L'ironie n'était pas perdue pour moi. L'institution qui m'avait vue comme une enseignante ordinaire pendant 3 décennies me demandait maintenant de revenir comme la femme qui avait épousé un milliardaire et inspiré sa confession publique. « Accepterez-vous » demanda Robert. Je réfléchis un moment. « Oui, mais pas pour les raisons qu'il pense. J'ai quelque chose d'important à dire aux jeunes diplômés sur le courage de changer de direction, même quand on pense qu'il est trop tard. » Le discours, que je livrai 6 semaines plus tard, devint viral sur les réseaux sociaux. Non pas à cause de ma notoriété acquise, mais à cause du message que je partageais. Mes chers diplômés, vous commencez vos vies adultes en pensant que vous devez tout découvrir maintenant. Choisir la bonne voie du premier coup. Laissez-moi vous dire un secret. La vie est un livre avec de nombreux chapitres, et certains des plus beaux ne sont écrits qu'à la fin. N'ayez jamais peur de tourner la page. Robert était dans l'audience ce jour-là, et quand nos yeux se croisèrent pendant que je parlais, je vis dans son regard la même émerveillement qu'il avait montré le jour de notre mariage. Cet homme qui avait passé 15 ans à se cacher avait appris à vivre complètement à découvert, et cela lui allait magnifiquement. Après la cérémonie, nous nous rendîmes à l'arrêt de bus où tout avait commencé. C'était devenu notre tradition annuelle, un pèlerinage vers les origines de notre histoire d'amour improbable. Le banc était le même, bien qu'un petit plaque commémorative ait été discrètement installé par la ville, reconnaissant l'endroit où 2 vies s'étaient transformées par un acte de gentillesse. « Regrettez-vous parfois ?» demandai-je alors que nous nous asseyions, « d'avoir abandonné votre vie privée pour moi ?» Robert prit ma main, traçant doucement l'alliance que je portais maintenant depuis 2 ans. Marthe, la vie privée que je protégeais était une prison dorée. Ce que nous avons maintenant, cette visibilité, cette vulnérabilité, cette authenticité, c'est la vraie liberté. Il s'arrêta, regardant l'endroit où sa voiture s'était arrêtée cette première fois. « Et vous ? Regrettez-vous parfois votre existence tranquille d'avant ? » « Jamais, » répondis-je sans hésitation. Cette femme à l'arrêt de bus pensait que sa vie était terminée. Elle ne savait pas qu'elle était sur le point de commencer. Alors que le soleil se couchait sur la ville, peignant le ciel en nuances d'or et de rose, je réfléchis sur les changements extraordinaires que ces années avaient apportés. Daniel était maintenant un père plus attentif et un fils plus respectueux, ayant appris en me regardant que l'indépendance et l'amour ne sont pas mutuellement exclusifs. Sophia dirigeait la fondation avec une passion que son père avait inspirée, continuant son héritage d'innovation sociale tout en forgeant sa propre voie. Pierre, qui avait gardé le secret de Robert pendant tant d'années, était maintenant libre de simplement être le majordome et ami dévoué qu'il avait toujours été, sans le poids de maintenir une fiction complexe. Et Robert et moi ? Nous étions devenus la preuve vivante que l'amour ne connaît pas de limite d'âge, que l'aventure peut commencer à tout moment, et que parfois, les tromperies les plus élaborées mènent aux vérités les plus simples.
Savez-vous ce que je trouve le plus remarquable dans notre histoire? Dis-je à Robert, alors que nous nous préparions à partir. Quoi? Que cela ait commencé avec vous, prétendant être quelqu'un que vous n'étiez pas, et se soit terminé avec nous deux, étant plus authentiquement nous-mêmes que jamais auparavant. Il rit, ce rire profond et libre que j'avais appris à chérir. Peut-être que c'était le point tout du long. Parfois nous devons nous perdre complètement pour nous retrouver vraiment. Alors que nous montions dans la voiture, Pierre conduisant toujours, mais maintenant sans secret entre nous, je pensais aux femmes de mon âge qui pourraient penser que leurs histoires d'amour étaient terminées, que l'aventure était réservée aux jeunes, que les changements de vie significatifs n'étaient plus possibles. Notre histoire était un témoignage du contraire. L'amour peut fleurir à tout âge. Le courage peut se manifester dans les moments les plus inattendus. Et parfois, être abandonné à un arrêt de bus par un fils impulsif peut mener à la plus grande aventure de votre vie. « Où irons-nous dîner ce soir ?» demanda Robert, alors que nous traversions la ville vers le château. « Chez nous » répondis-je, savourant la façon dont ce simple mot sonnait. « Toujours chez nous. » Et alors que les lumières de la ville scintillaient autour de nous et que l'avenir s'étendait devant nous, plein de possibilités que nous découvririons ensemble, je sus que notre histoire, qui avait commencé avec un mensonge et était devenue la plus pure des vérités, était loin d'être terminée. Elle ne faisait que commencer, une page à la fois, un jour à la fois, un acte d'amour courageux à la fois. Car parfois, les fins les plus heureuses ne sont que des commencements déguisés, attendant que nous ayons la sagesse de les reconnaître et le courage de les embrasser, peu importe notre âge. Et c'est exactement ce que nous avions fait, Robert et moi. Nous avions embrassé notre nouveau chapitre avec tout l'enthousiasme et l'émerveillement de premiers amoureux, prouvant que la vie, à tout âge, est encore pleine de surprises magnifiques pour ceux qui osent dire oui à l'imprévu.